Salam alaikum chers élèves. Aujourd'hui, on va étudier le document 5 du chapitre 3, l'identité génétique des individus. Dans le document précédent, vous avez découvert l'analyse d'ADN en utilisant des enzymes de restriction et l'électrophorèse en gel qui aident à la détection de la variation génétique chez l'homme. Aujourd'hui, de nombreuses techniques se basent sur l'utilisation d'enzymes de restriction et sur l'analyse d'ADN. Par suite, dans ce document, nous allons expliquer de certaines techniques, principalement les étapes et l'utilisation de la technique FISH dans la localisation d'un gène sur un chromosome. Nous allons définir la carte génique. Nous allons apprendre également l'empreinte génétique et ses étapes. Enfin, nous allons indiquer l'importance de l'empreinte génétique. En raison du grand nombre de polymorphismes observés chez l'homme, chacun de nous est génétiquement unique, à l'exception des vrais jumeaux identiques. Il s'ensuit que la variation génétique et l'analyse d'ADN pourraient être utilisées pour identifier les individus, tout comme les empreintes digitales conventionnelles. Au cours du temps, l'analyse d'ADN s'est beaucoup développée, principalement dans deux domaines. Le premier domaine est la construction des cartes géniques. On va commencer avec la définition de la carte génique qui est un type de carte chromosomique qui montre les positions relatives des gènes et leur rôle. Prenons un exemple de la carte génique du chromosome 11 du document B de vos livres. Le chromosome 11 contient de 1300 à 1400 gènes qui portent des instructions pour fabriquer des protéines. La plupart de ces gènes, une fois mutés, entraîneront des troubles ou des maladies. C'est pourquoi vous remarquez que le locus du gène porte le nom du trouble qui peut apparaître. Par exemple, la localisation de la bêta-thalassémie est en fait la localisation du gène de la bêta-globine qui, après mutation, peut causer la thalassémie. Un autre exemple est celui indiquant la position du gène du cancer du sein. Il s'agit de l'emplacement d'un gène impliqué dans la régulation du cycle cellulaire. La technique qui a principalement aide dans la carte génique est connue sous le nom FISH ou la technique d'hybridation fluorescente in situ. In situ, c'est-à-dire en place. Elle utilise des sondes d'ADN marquées par fluorescence qui recherchent un gène spécifique pour y localiser en place sur la chromosome. Suivez avec moi les étapes de cette technique en se basant sur votre livre, page 67. Dans cette technique, d'abord, les cellules ont été traitées pour les faire gonfler, puis elles sont fixées à la surface d'une lame. La lame est traitée par la chaleur et l'ADN chromosomique est dénaturé en simple brin. Ensuite, des ondes d'ADN spéciales sont ajoutées sur la lame. Les ondes d'ADN sont de petits morceaux d'ADN simple brun synthétiques qui sont préparés pour être complémentaires de la séquence du gène à localiser. Une fois ajoutées à la lame, les ondes d'ADN s'hybrident avec l'ADN dénaturé et tout excès de sondes sera éliminé. Puis des molécules marquées fluorescentes sont ajoutées à la lame. Ces molécules sont capables de se lier aux sondes d'ADN. La lame est ensuite visualisée à l'aide d'un microscope à fluorescence. Les molécules marquées fluorescentes révèlent la localisation physique du gène correspondant. Brièvement, la technique FISH comprend deux étapes principales. La dénaturation de l'ADN, c'est-à-dire la séparation du double brin d'ADN par chauffage en simple brin, et l'hybridation à une sonde synthétique. La sonde à utiliser dans la technique FISH doit être soigneusement choisie pour ne s'hybrider qu'avec la séquence du gène déterminée. Il doit être sonde monolocus qui ne peut s'hybrider qu'avec une seule séquence qui est répétée une fois dans le génome. Car si la sonde s'hybride avec des séquences qui se trouvent dans plus d'un gène, alors nous ne pourrons pas localiser un gène déterminé. La technique FISH et d'autres techniques ont permis aux scientifiques de construire une carte génique humaine en déterminant les locus des gènes et les distances entre eux sur tous les chromosomes humains. Il est important de noter que la carte génique a apporté une révolution dans le traitement des maladies, où la capacité d'identifier les gènes liés à la maladie a développé le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles géniques. Parlons maintenant de l'autre domaine qui utilise des séquences d'ADN.
C'est l'empreinte génétique, c'est la méthode d'isolement et d'identification des éléments variables dans l'ADN. Elle est aussi nommée technique de Jeffrey. Quelles sont les étapes de cette technique? Suivez avec moi en se basant sur votre livre, page 68. D'abord, l'échantillon d'ADN est isolé. L'échantillon peut être un extrait du sang, du sperme ou de tout autre échantillon cellulaire. Ensuite, l'ADN est digéré en fragments de différentes tailles par des enzymes de restriction. Puis, ces fragments d'ADN sont séparés par électrophorèse sur gel en fonction de leur taille, où les fragments plus petits migrent plus rapidement que les fragments plus gros. Puis, les bandes obtenues sont transférées sur une membrane solide ou papier filtre. Également, cette technique est appelée Southern blotting. Maintenant, après la dénaturation des brins d'ADN en deux brins simples, des sondes moléculaires d'ADN marquées radioactivement sont ajoutées. Ces sondes vont s'hybrider avec des séquences spécifiques d'ADN. Enfin, l'hybridation est mise en évidence par autoradiographie où une image de l'ADN marqué est obtenue sur un film radiographique. Le profil des bandes obtenues qui est propre à chaque individu est appelé empreinte génétique. Notez que l'empreinte génétique utilise des sondes multilocus qui sont capables de s'hybrider à des séquences d'ADN répétitives. De cette façon, les sondes se fixent à différentes bandes en même temps, ce qui permet l'apparition de plusieurs bandes sur l'autoradiogramme. L'empreinte génétique est utilisée dans de nombreux domaines. D'abord, dans les enquêtes criminelles. Des échantillons sont prélevés sur la scène du crime, sang, cellules cutanées, cheveux, sperme ou autres. Ensuite, un test d'ADN est effectué pour comparer ces résultats avec l'ADN des suspects. Dans ce cas, le suspect 2 est le criminel. Un autre domaine est le test de paternité. Puisque les fragments d'ADN sont hérités de deux parents, les empreintes génétiques des enfants doivent être similaires aux empreintes de leurs parents. Certaines bandes correspondent à un parent et d'autres bandes peuvent correspondre à l'autre. C'est pourquoi il est facile de déterminer les parents d'un enfant en comparant les fragments d'ADN. Enfin, les empreintes génétiques aident à l'identification de l'identité des personnes décédées et les victimes inconnues. Finalement, il est merveilleux de comprendre la structure et la fonction de l'ADN pour l'utiliser, non seulement pour identifier les criminels ou le destin d'une personne disparue et déterminer le parent biologique d'un enfant, mais aussi dans des domaines importants tels que la médecine par exemple pour diagnostiquer des troubles génétiques.